Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Hello les amis, avant de commencer, je voulais vous souhaiter la bienvenue dans la colo de Madame Fauché. Et oui, pendant ce mois, j'ai décidé de vous inviter à passer notre été ensemble. C'est ma version de la colonie de vacances. Je vous ai préparé 5 épisodes par semaine, du lundi au vendredi jusqu'au 31 août. Alors, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, rassurez-vous, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés à chaque saison, sans modération. Vous savez, c'est comme cette ère de vacances que l'on apprécie se remémorer, même en plein hiver. On aime s'y replonger sans fin et ça nous fait toujours autant de bien. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute, un magnifique été. J'espère que cette colo vous plaira. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous les amis, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, c'est la FAQ du mois. Je crois que j'avais déjà fait ça quand j'avais fait le calendrier de l'Avent où je vous avais proposé de me poser vos questions. Donc on va regarder les questions que vous m'avez posées. Je vous ai dit lâchez-vous, vous pouvez me poser les questions dans tous les domaines que vous souhaitez. Donc voilà. C'est un épisode avec moins de préparation, j'ai les questions, j'ai pas forcément écrit des réponses, donc on va avoir les réponses en live et puis voilà, on va discuter entre nous. Donc j'espère que vous êtes prêts pour cet épisode. On va donc commencer. Alors, je ne sais pas si tu voudrais que je cite ton nom, donc je ne vais pas le citer parce que c'est quelque chose d'assez perso que tu m'as dit. Alors, on m'a dit, pensée limitante du moment, je ne peux pas gagner de l'argent en me faisant plaisir. Du coup, je me sens gamine / pas légitime en étant de bonne humeur / heureuse en rendez-vous pro. Donc du coup, j'imagine que dans ton travail, tu travailles avec les humains, donc je sais pas si tu es commercial ou si tu... Voilà. Mais en tout cas, si je comprends bien, tu es dans un domaine où tu vends en étant en rendez-vous, en étant en lien avec les gens. Tu sais, la pensée limitante que tu viens de me dire, c'est « je ne peux pas gagner de l'argent en me faisant plaisir ». Ça, c'est clairement quelque chose que l'on a depuis toujours et qu'on nous dit toujours. Oui, ça c'est ton loisir, mais fais quelque chose qui te fera gagner de l'argent. Prends un travail stable et après tu garderas ça en loisir. Je te donne un exemple très concret. Je monte à cheval depuis que j'ai 11 ans et on m'a toujours dit non mais il faut que tu gardes l'équitation en loisir et que tu gagnes ta vie à côté avec un travail un peu plus sérieux, entre guillemets quoi. Et donc dès le début, on m'a donné aussi la notion que en fait le travail c'était pas forcément le plaisir, c'était pas forcément le loisir, qu'il fallait trouver un truc un peu chiant pour pouvoir se faire plaisir à côté et que surtout ce qui nous fait plaisir, faut pas trop se mettre dedans parce que ça risque de nous saouler. Alors qu'en soi, c'est assez contradictoire parce que si c'est quelque chose qu'on aime à fond, pourquoi on se mettrait pas dedans ? Pourquoi on ne passerait pas notre journée à faire ça ? Quand on fait quelque chose qu'on aime, on est plus performant, on est plus percutant. On est plus intelligent, entre guillemets. Enfin, je veux dire, notre cerveau est utilisé d'une meilleure façon. On est beaucoup plus alerte. Nos capacités sont beaucoup plus développées. On est toujours meilleur quand on fait quelque chose qui nous plaît, en fait. Et ça, c'est une question que j'ai commencé à me poser quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai lu en fait un livre en Nouvelle-Zélande qui nous aidait à trouver notre voie, qui nous aidait à trouver voilà qu'est-ce qui allait nous permettre de gagner notre vie tout en étant super heureux. Et en échappant les 9 to 5. Vous voyez, c'est l'expression que donnent les anglophones pour en gros le métro boulot dodo quoi. Et en fait, il nous pose comme question dans ce livre-là et dans beaucoup d'autres ressources où il nous aide à trouver quelle est notre voie. La question c'est, qu'est-ce qui te ferait te lever à 5h du matin un dimanche ? C'est quoi la réponse ? Et quand tu trouves cette réponse-là, c'est dans ça qu'il faut que tu ailles, parce que c'est ça qui te rendra heureux. Et c'est là qu'est ta spécialité. Qu'est-ce que tu ferais ? Et quelle est l'activité que tu fais actuellement où tu te dis, franchement, je le ferais même si on me payait pas. Et ça serait fou de se faire payer pour ça. On va quand même pas me rémunérer pour ça. Donc, pour te répondre,
Tu aimes ce que tu fais, tu te fais plaisir, donc c'est exactement là où tu dois être. Et après, pour aller plus en détail sur l'attitude, entre guillemets, que tu penses ne pas être bonne, mais que tu aimerais continuer à avoir, parce que c'est ce qui te plaît, quand tu dis « je me sens gamine, pas légitime en étant de bonne humeur et heureuse en rendez-vous pro ». Moi, j'ai eu un petit peu le cas quand j'ai terminé mes développements personnels. Je suis devenue une personne qui a décidé d'être plus de bonne humeur, de voir plus le bon en chacun, le bon en chaque situation. Alors qu'avant, j'étais quelqu'un qui allait tout de suite me méfier de tout le monde, qui allait plus voir le mauvais en chacun. Et en fait, à un moment donné, donc j'ai commencé un travail, je venais juste de terminer mes développements personnels, chose que j'ai fait vraiment de façon très très assidue et de façon très poussée. Et je suis arrivée dans mon poste de travail et au bout de 3 mois, on m'a dit « Ah mais toi, de toute façon, t'es trop gentille ». Et c'était quelque chose que l'on ne m'avait jamais forcément dit, parce que j'étais un peu quelqu'un qui défiait les gens et qui allait dire attention, moi je suis pas comme ça, et on me parle pas comme ça, tout ça. Donc c'était pas vraiment la chose qu'on allait me dire de premier abord. Et là, ça m'a un peu choquée. Je me suis dit, bon, en fait, je suis quelqu'un qui est décidé de voir plus le positif en tout, en fait, et du coup, on se dit, en fait, elle est trop gentille, elle peut se laisser faire tout ça. Et je vais vous donner une petite citation d'une grande poète américaine, Rihanna, qui dit « All of my kindness is taken for weakness », qui dit « Toute ma gentillesse est prise pour de la faiblesse ». On aime les rêves, hein. Et en fait, c'est un petit peu ça. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit « C'est vraiment l'impression qu'ont les gens. Les gens prennent ma gentillesse pour de la faiblesse. » Non. Toi, tu as le droit d'être sympa, jovial, tout ça dans tes rendez-vous pro, mais ça ne veut pas dire que tu es une gamine. C'est la personne que tu es, donc fais ressortir la personne que tu es. Par contre, si la personne essaye de dépasser un peu la limite, ou quand on te fait des remarques, qu'on dit « ouais, mais tu es un peu comme ça, tu es un peu comme ça », là, tu sais que tu as un autre côté de toi, tu as une autre partie de toi qui est une personne qui n'accepte pas qu'on déborde sur ton bien-être, sur ton respect, sur l'opinion qu'ils peuvent avoir de toi. Après aussi, tu peux te dire, j'adapte mon comportement tout en appréciant énormément ce que je fais dans mes rendez-vous pro. Je peux adapter mon comportement en fonction de la personne qui est en face de moi. Si c'est une personne qui va être très terre-à-terre, parler très... j'en sais rien. Je te dis ça, je ne sais pas exactement dans quel domaine tu es, mais si tu parles très chiffres, si c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de preuves, bah tu te mets un peu pareil, tu vois. Même posture, même langage, même champ lexical utilisé, tout en étant toi-même. Voilà, j'espère que ça t'a donné des petites indications. En tout cas, retiens bien ce que dit Rihanna. Les gens peuvent prendre les meilleurs côtés de ta personne pour des faiblesses. Mais en tout cas, toi, tu as choisi d'être la personne que tu es et tu peux être fière d'être la personne que tu es, de prendre plaisir de faire ton métier, en fait. Et juste ne laisse pas les gens et les réflexions des autres te démonter, en fait. C'est pas parce que t'es sympa que on peut te manquer de respect. C'est pas parce que t'es sympa qu'on peut dire que t'es une gamine et que tu n'es pas à la hauteur. Et peut-être, je vais terminer là-dessus, que ce ne sont même pas des choses que tu as entendues des autres, c'est peut-être des choses que tu t'es dit à toi-même, que tu as l'impression d'être gamine, que tu as l'impression de ne pas être légitime. Si ça vient de toi, c'est juste des barrières à enlever de toi-même. Donc sois une personne plus gentille avec toi-même en te laissant être la personne que tu veux vraiment être. Voilà, on n'est pas forcément dans les domaines de l'argent, mais je suis super contente de parler d'autres petits sujets. On va continuer avec la question de Pauline. Donc Pauline, merci à toi pour ton message. Alors, qui est comment est-ce que ça fonctionne pour gagner de l'argent avec un podcast comme la pub YouTube? Alors, je vais te donner les informations que j'ai parce que pour l'instant, mon hébergeur qui s'appelle Ocha donne les informations avec parcimonie. On va quand même se le dire, même si j'adore la plateforme, franchement, ils sont top. Alors, pour moi, le podcast, c'est le futur YouTube. C'est le YouTube d'il y a 10 ans, où au début, les créateurs ne se rémunèrent pas énormément et il y a très très peu de personnes qui en vivent. Les informations que j'ai pour l'instant, c'est qu'à partir de 5000 écoutes, tu peux être monétisé, commencer à être monétisé. Donc à partir de 5000 écoutes, tu as un bouton dans
dans la plateforme de ton hébergeur qui dit en fait activer la monétisation. Du moment que tu actives la monétisation, tu remplis des informations sur ton podcast, sur ton audience, etc. Et là, en fait, tu es visible sur des plateformes d'annonceurs, donc qui, eux, vont décider s'ils veulent mettre leur publicité sur ton podcast et si ton audience peut être pertinente pour le produit qu'ils vendent. Et donc, à ce moment-là, dès que tu reçois une annonce, en fait, on te tient au courant, on te le dit, via la plateforme d'hébergement, et là, tu reçois 60% des revenus générés par l'annonce. Voilà, je n'ai pas les montants, j'ai très très peu d'informations. Je suis un petit peu, j'ai une petite pâquerette dans la bouche et j'attends que l'argent tombe en fait, tout simplement. Donc quand j'aurai plus d'informations, je ne manquerai pas de vous en parler parce que c'est quelque chose qu'on fait ensemble, hein, parce que si vous m'écoutez pas, le podcast ne grandit pas. Donc voilà ce que j'ai comme information. Après, bien évidemment, il ne faut pas juste compter sur les écoutes, sur les revenus annonceurs pour pouvoir se rémunérer grâce à son podcast. Le podcast peut être une entrée pour beaucoup de choses, donc pour promouvoir son produit digital, ou alors pour être un endroit où on va pouvoir parler d'affiliation, on va pouvoir parler de partenariat. Comme sur YouTube, il y a les vues YouTube qui rapportent de l'argent, mais il y a aussi en grande partie les partenariats qui sont une grosse partie des revenus des YouTubeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Après, il y a une notion qui est importante qui est le coût par 1000. Et donc, le coût par 1000, c'est combien tu demandes à être rémunéré pour 1000 écoutes. Voilà. Et pour ça, je t'invite à aller regarder la chaîne YouTube de Pauline Legnaud qui développe le podcast qui s'appelle Le Gratin. Et elle a fait une série de vidéos super intéressantes sur comment monétiser son podcast et quel type de revenus on peut avoir. Donc elle en parlera beaucoup mieux que moi parce qu'elle a l'expérience du coup de la rémunération. Moi je suis le bébé rémunération pour l'instant. Et voilà, tu auras toutes les infos à ce niveau-là, les détails qu'elle pourra te donner pour le coût par 1000. Ensuite, on passe à la question de Cécile qui dit « Penses-tu que l'on peut faire fortune quel que soit son domaine de prédilection ?» Très honnêtement, alors c'est un avis personnel, je pense qu'il ne faut pas le prendre pour argent comptant, mais je dirais que oui. Si on a un domaine de prédilection, ça veut dire qu'il y a un marché en fait. Toi, ton domaine de... En fait, il faudrait réfléchir à se demander quel domaine de prédilection n'a aucun accessoire, n'a rien du tout. Ça n'existe pas. Cherchez un domaine dans lequel il n'y a rien à vendre, où vous n'avez rien à acheter. C'est très difficile à trouver et là, je suis en train de réfléchir pour trouver des exemples et je n'en trouve pas. Je pense que tu peux trouver tous les domaines les plus farfelus au monde, les plus nichés au monde. Tu trouveras toujours des marchés, tu trouveras toujours des produits et des besoins. Si toi, tu as un domaine de prédilection, ça veut dire que tu as des besoins dans ce sens-là. Et si tu as un domaine de prédilection, ça veut dire que tu es spécialisé dans ce domaine-là. Donc, pour en revenir à la première question qu'on m'a posée, ça veut dire que tu seras très pertinente et très douée dans ce domaine-là. Donc, pour moi, c'est un super moyen de faire fortune. Après, tout dépend de la façon. Faire fortune, pour moi, c'est une notion très importante où là, on va essayer d'avoir un business qui est scalable, qui va faire en sorte que notre argent va travailler pour nous et que l'on va gagner beaucoup d'argent. Tout ça indépendamment de notre temps. Donc, il va falloir que notre business travaille pour nous dans un sens. Ça, c'est quelque chose qui se construit sur des années, mais c'est faisable. Il y a énormément d'exemples de personnes qui l'ont fait, qui sont parties de zéro et qui se sont bien mis dans leur domaine de prédilection. Et je pense qu'il y a très très peu de personnes qui ont fait fortune dans un domaine qui n'était pas leur domaine de prédilection. Je t'invite à aller trouver des personnes qui t'inspirent énormément dans ce domaine de prédilection-là et qui vont te donner l'inspiration, enfin ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais qui vont te donner l'envie, la motivation et ça va te montrer en fait que c'est faisable. Ça va être tes mentors. Ils vont te montrer que c'est possible d'aller dans ce domaine-là. Donc merci à toi pour la question et j'espère que du coup j'y ai bien répondu. Ensuite, Alice qui me demande si je suis fière de moi. Alors merci pour ta question franchement. Pépite, merci beaucoup. Écoute, franchement, je pense que tu connais ma réponse, mais je vais la dire quand même. Oui, je suis super fière de moi. Grave, en fait, ouais. Et je pense qu'il faut pas avoir honte de dire qu'on est fier de soi. Parce que, voilà, on travaille assez dur pour sortir de notre zone de confort, pour faire des choses différentes, pour
voilà, créer la vie que l'on veut, pour créer notre vie de rêve. Si on est là à se dire qu'on fait pas assez bien à longueur de journée, déjà je pense que notre syndrome de l'imposteur s'en occupe déjà pour nous. On se flagelle déjà assez parce qu'on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait faire dans notre to-do list du jour. Donc à la fin de la journée, je pense que c'est important de dire qu'on est fier de soi. Et c'est maintenant qu'on arrive à la fin du mois d'août que je commence à voir toutes les retombées de la colo et je suis super heureuse du coup de tous les retours. Je vois que j'ai inspiré du monde et voilà, on a toujours cette notion-là de dire oui, on va se vanter. C'est vrai que si on dit qu'on est content de ce qu'on a fait, on va se vanter, tout ça, surtout en tant que femme, parce qu'une femme, il faut qu'elle soit humble, parce qu'une femme, si elle dit qu'elle est fière d'elle et que ça y est, je suis révoltée. Si elle dit qu'elle est fière d'elle et qu'elle dit j'ai fait ça, on va dire elle se prend pour qui, ça y est, elle se la pète, tout ça, alors qu'un mec qui va parler comme ça, on va dire oh, bravo, franchement. J'avais déjà parlé de cette anecdote-là, mais j'avais lu le livre de Sheryl Sandberg, qui a occupé déjà un poste de direction chez Google, ensuite qui est CEO de Facebook, et j'ai lu son livre. La seule chose que j'ai retenue de son livre, bon, il y avait plein d'autres choses importantes, mais la meilleure chose que j'ai retenue, c'est que quand tu es en réunion en tant que femme, c'est mal pris de dire j'ai fait ça, et que c'est mieux de dire on a fait ça, parce que sinon tu passes pour quelqu'un qui a un but de sa personne et qui se vante et qui est... voilà. Et maintenant, en ayant du recul, c'est non, en fait, les gars, oui, je l'ai fait ça, c'est mon mérite, donc je m'accorde mon propre mérite. Bien sûr, après... on est toujours encore obligé d'adapter nos discours en fonction des personnes que l'on croise, même si je pense que parfois c'est pas déplaisant de brusquer certaines personnes qui ont un petit peu des idées reçues sur nous et sur la place que l'on devrait avoir. Là, vous commencez à voir un petit peu mon côté rebelle de la société, mais voilà. J'ai fait un laïus total sur une question très simple. Est-ce que je suis fière de moi ? Oui, je suis fière de moi et juste j'espère que vous êtes tous fiers de vous aussi. Déjà fière de m'avoir écouté pendant tout un mois. Déjà bravo à vous. Ensuite, Carlotta qui m'a posé 2 questions qui est pas à pas pour investir quand on n'y connaît rien, comment on fait ? Je t'invite à vraiment trouver les personnes qui t'inspirent et qui, tu vas trouver, ont une connaissance, une vraie connaissance dans le domaine, en qui tu as envie de faire confiance. Si tu veux regarder un petit peu plus, j'ai invité récemment Inès, des investisseuses. Je vais te mettre le numéro du podcast dans la description et tu auras déjà les premières bases pour pouvoir te lancer dans l'investissement. Et ensuite, tu m'as posé comme question qui est gérer une situation où ton conjoint n'est pas en phase avec la gestion de l'argent, compte commun, épargne, etc. Alors, laisse-moi te dire que l'argent est la 2e cause de séparation des couples en France après l'infidélité. Donc, c'est totalement normal, d'avoir des difficultés de communication et des difficultés de compréhension au sujet de l'argent dans un couple. Ce que je vous invite à faire, c'est de vraiment vous poser pour réfléchir et pour parler. C'est pas seulement de parler de ce que tu veux faire aujourd'hui, parce que du coup, j'ai l'impression que toi, t'as des envies t'as des projets d'épargne, etc., mais peut-être que lui n'est pas forcément en accord. Posez-vous et discutez de votre passé avec l'argent. Et là, tu vas voir et tu vas comprendre un petit peu ses blocages à lui. Je pense pas que lui, il veuille que vous soyez dans la panade tous les mois, en découvert, tout ça. Je pense que lui, il a des blocages, il a peut-être un passé financier, générationnel qui est différent du tien. Et c'est pour ça que vous devez vraiment en parler ensemble. Et tu dois lui faire comprendre que, en fait, tu fais ça, c'est pour le bien de tous. C'est parce que tu as envie de monter cette famille que vous avez au plus haut et de pouvoir atteindre vos rêves, de pouvoir vous mettre en sécurité. Ça, c'est quelque chose qui est obligatoire d'avoir entre vous, que lui aussi, il soit conscient que tu fais ça pour vous, en fait, que tu fais pas ça que toi dans ton coin. C'est un projet qui est commun. Et dis-lui aussi que toi, tu as besoin de sa coopération pour pouvoir faire ça, que tu as besoin de son aide. Donc, essaie de l'impliquer. Et puis, le truc ultime, c'est d'organiser des dates où vous allez parler d'argent. Donc, cette conversation-là, allez au resto, prenez un bon repas et parlez d'argent. Demande-lui quel est son passé avec l'argent. Qu'est-ce qu'on lui a toujours dit au sujet de l'argent ? Comment agissaient ses parents avec l'argent ? Pour lui, c'est quoi l'argent ? Comment est-ce qu'il voit quelqu'un qui a beaucoup d'argent ? Voilà, toutes ces choses-là. Donc, je serais ravie d'en avoir des nouvelles si tu le fais. Courage à toi. Je sais que ça peut être challengeant, mais tu peux le faire. Donc, voilà.
N'hésite pas à me redire comment ça s'est passé. Ok, on enchaîne sur la prochaine question qui est: c'est sûrement une crainte infondée, mais j'ai peur des banques en ligne, est-ce qu'elles sont fiables? Et c'est une question de Mel. Alors, ça peut être une crainte fondée si voilà, tu as toujours été dans une banque locale. Après, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de tester tout simplement. Moi, j'ai tous mes comptes qui sont sur des banques en ligne, volontairement. Et il y a un compte qui n'est pas en banque en ligne, qui est là où j'ai pris mon prêt quand j'avais 18 ans. C'est dans une banque locale, c'est la banque historique de mes parents, donc la banque où j'ai eu mes premiers comptes. Très honnêtement, moi, je te donne mon avis. J'en suis ravie des comptes des banques en ligne. Après, la peur qui peut être, c'est de se dire « Ah bah j'ai jamais quelqu'un au téléphone, j'ai jamais quelqu'un qui va pouvoir m'aider ». Ça, quand tu vas choisir ta banque en ligne, tu regardes quelle banque a un numéro d'appel qui est gratuit. Boursorama, le numéro est payant, il me semble. Monabank, le numéro est gratuit, par exemple. Donc je t'invite à tester avec un compte courant qui est à 0 frais. Tu prends la carte qui est à 0 €, mets un petit peu d'argent dessus, appelle-les, vois comment le courant passe, va sur l'interface, vois si ça te plaît. Tu testes, tu n'as rien à perdre et puis tu verras si tu trouves ça fiable ou pas. Après, si vraiment ça passe pas besoin de te forcer, mais en tout cas, tu auras testé et tu n'auras pas tout démobilisé, tous tes comptes vers une banque en ligne pour laquelle tu ne seras pas satisfaite. Et tu me poses une autre question qui est: jeune entrepreneur, je mets plus de côté que ce que je me paye, trésor, etc. Est-ce que c'est normal? Après, ça dépend. Pourquoi tu mets de côté? Est-ce que tu mets de côté pour investir dans ton entreprise? Est-ce que tu mets de côté pour ta sécurité? Ou tu mets de côté à outrance parce que tu as peur de manquer? Est-ce que tu as peur du lendemain? Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais simplement, moi je te dirais que ce n'est pas normal si c'est déséquilibré à outrance. Et en plus, j'ai l'impression que toi-même tu t'en rends compte si tu m'en parles, tu vois. L'important pour moi et dans ma gestion personnelle, c'est d'avoir quelque chose d'équilibré. Donc, moi, l'équilibre, ça m'aide à ne pas craquer, à ne pas faire des folies du jour au lendemain. Donc, demande-toi, est-ce que tu as besoin de l'équilibre? Est-ce que l'argent que tu mets de côté, il va te servir à quelque chose pour l'instant? Est-ce qu'il est là juste pour faire un effet placebo, pour pallier à ta peur de manquer? Ou est-ce qu'il est là pour un vrai projet? C'est la question. Voilà. J'espère que j'ai été aidée à avoir un petit peu plus clair à ce niveau-là. Ensuite, Karen qui me demande: que penses-tu du fait de s'accorder du plaisir pour se récompenser dans le domaine de la gestion budgétaire? Totalement, ça rejoint un petit peu la question d'avant. Je pense qu'il est obligatoire d'avoir un équilibre et donc de se faire plaisir. Donc moi, j'alloue une partie de mon budget pour mes plaisirs. Généralement, je conseille 10% de ses revenus pour les plaisirs parce que ça permet de réguler tout en ayant une gestion raisonnée. C'est comme le régime en fait. Si on mange rien du tout pendant des jours, au bout d'un moment on va craquer, alors que si on rééquilibre son alimentation, si on a un équilibre, on a de tout, on se fait plaisir, mais on a des choses aussi saines, et ben là ça peut durer sur la durée. En fait, l'objectif c'est de mettre en place des habitudes qui sont viables sur le long terme. Est-ce que sur le long terme, tu dois avoir zéro plaisir jusqu'à la fin de ta vie? Bien évidemment que non. Donc pour moi, c'est important. Et une deuxième question de Karen qui est: quel épisode t'a amené à sortir de ta zone de confort? Franchement, ça c'est une super question et je saurais pas en donner un seul. Moi, je dirais les interviews parce que les interviews, c'est quand même une grosse sortie de zone de confort. Quand t'es toute seule à parler, tu peux changer ton montage, tout ça, tu peux recommencer. Voilà. Quand t'es face à quelqu'un, en fait, interviewer, c'est quand même un exercice. Et voilà, au début, c'est pas quelque chose de forcément d'inné, donc il faut s'entraîner, il faut être connecté à la personne, il faut autant savoir quelles questions tu veux lui poser, mais autant savoir rebondir. Et donc, je dirais mon premier épisode, en fait, où j'ai fait une interview, et tous les épisodes qui suivent, parce qu'à chaque fois, ça me sort de ma zone de confort. Et surtout parce que j'apprends des autres. Toutes les interviews qui pour moi ont toujours été très très inspirantes, qui m'ont toujours énormément appris. Et vous voyez, les interviews, je les fais autant pour vous que pour moi. Moi, je prends des notes, après je me pose et je réfléchis à ma vie. Ça me motive sur plein de choses en fait. Et donc oui, moi je dirais c'est les interviews. C'est chaque interview que je fais, à chaque fois je sors de ma zone de confort. À chaque fois, parce que sortie de zone de confort, pour moi, veut dire apprentissage. Et je pense que c'est ces épisodes qui m'enseignent le plus, qui m'apportent le plus.
et qui me bouleversent le plus. Donc chacun d'entre eux, ils ont tous eu un impact positif sur moi. Voilà. C'était super cool en tout cas de répondre à vos questions. Merci à vous tous et à vous toutes de m'avoir posé vos questions. C'était un super moment. J'ai été ravie de vous retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et vraiment, si vous voulez m'aider après ce mois de folie à la colo de Madame Fauché qui est bientôt terminé, mais qu'on va apprécier encore parce qu'il nous reste quelques épisodes. Si vous voulez vraiment m'encourager, me remercier, m'aider en fait à rendre le podcast plus visible et voilà, à faire grandir Madame Fauché, ça c'est vraiment quelque chose qui est très percutant dans ma vue et dans ma visibilité. Voilà. Ou alors, vous pouvez venir vous abonner sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes. Ça prend 2 secondes et ça m'aide beaucoup. Voilà, je vous remercie encore d'avoir été là. Merci encore pour vos questions. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de la colo de Madame Fauché. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao.